Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition d'Afro Entrepreneur sur UN Media. Comment se démarquer avec son entreprise? Tel est le thème qui sous-tend la production d'aujourd'hui sur les antennes de UN Media. Une émission qui reçoit ce jour Henri Kamga. Cet entrepreneur camerounais s'est démarqué dans son pays et en Afrique grâce à Iboga, une entreprise de communication et de production qui a réalisé les plus grands travaux sur le continent, aussi bien pour les événements d'envergure que pour les particuliers et les chaînes de télévision. Esthète passionné d'entrepreneuriat et surtout téméraire, le cofondateur d'Iboga Group trône désormais à la tête de plusieurs autres entreprises à fort pignon au Cameroun. Face à lui, l'équipe type d'Afro Entrepreneur constituée de Raphaël Chigué qui signera dans moins de 20 minutes la séquence. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? Il s'agit naturellement de l'histoire d'un entrepreneur camerounais qui allait en affront avec Nestlé. Quel est son état aujourd'hui? Quel est son état actuel de fonctionnement et de rentabilité? Nous en parlerons dans quelques instants. Et la charmante Laetitia Tamo nous amènera Henri Kamga, notre invité, à nous livrer tous les détails sur sa vie socio-extra-professionnelle. Ce sera dans la séquence baptisée Le Jardin Secret. L'instant motivation et les perspectives sont à suivre en fin de cette émission. Mais bien avant, nous sommes à cœur ouvert. Bienvenue à tous et à toutes. Il fait partie des entrepreneurs les plus sérieux sur le continent africain et au Cameroun en particulier. Son déploiement devient de plus en plus exceptionnel, de la production en passant par la communication, y compris l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il s'installe comme une valeur sûre dans ces différentes activités au Cameroun. Henri Kamga, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, nous allons aborder la thématique comment se démarquer avec son entreprise. Et quand on sait que vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat depuis plusieurs années aujourd'hui et que vous êtes une référence, nous allons en parler le long de cette émission. Mais déjà, qu'est-ce qui fait le charme de l'entrepreneuriat en réalité? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à avoir un engouement particulier à créer son entreprise et à se dire « je vais pouvoir arriver à un certain niveau de performance ». Voilà, déjà, je tenais à vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir partager avec vous une petite expérience. Vous savez, la connaissance est la seule chose que lorsqu'on partage, elle se multiplie. Lorsque je vous donne mon téléphone, je n'ai plus rien. Mais quand je vous partage ma connaissance, je la multiplie. Donc, je ne perds rien en réalité. Absolument. Donc, c'est naturellement un plaisir et c'est toujours un honneur pour moi. Donc, déjà, je vous remercie pour ça. Merci. Pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas juste créer une entreprise, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre, c'est une façon de contribuer à la co-création. Parce que le monde est ainsi, parce qu'il y a eu des gens qui ont créé ces chaises, qui ont créé tout ça et qui nous permettent effectivement de vivre. Chacun de nous devrait contribuer par un moyen ou un autre, effectivement, à ce que les choses puissent aller bien autour de nous. Donc ça, c'est plus ou moins la dynamique, sinon la motivation qui est derrière. Donc pour moi, entreprendre, c'est la meilleure façon d'exister, la meilleure façon de vivre, de mon point de vue. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, pour vous dire honnêtement, ce qui m'a motivé, c'était en première année à l'université de Yaoundé 1, en Guayaquil, en sciences humaines. Lorsque j'ai eu mon bac et que je suis arrivé à l'université, tu sais, Romaric, lorsque tu as un examen comme le bac, tu as l'impression que tu as tout. C'est quand tu arrives à l'université que tu vois 1000 personnes, tu te dis que mais, donc on a donné ça à tout ce monde-là. Donc du coup, tu es déjà frappé par ce côté plus ou moins éphémère de ce bac. Donc quand j'arrive à l'université, je vois mes aînés de doctorat et tout, je me dis, mais c'est chaud. Ces gars n'ont pas de vie. Absolument. Sans toutefois dénigrer l'effort qu'ils ont fait et tout. Parce que je me dis quand même, lorsqu'un homme est plus ou moins équilibré, lorsqu'il a réussi à satisfaire des besoins de base, il a quand même une certaine apparence, il a une certaine mine, etc. Donc je ne voyais pas ça chez mes aînés et du coup, ça m'a un peu secoué. Et je me suis dit, ok, si je viens à l'Anguaykele, j'ai fait tout ce qu'on a demandé, à savoir le cursus scolaire. Voilà en fait ma destinée. Et ça m'a posé un problème et du coup je me suis dit il faut que je trouve absolument un moyen de me démarquer. Mais il faut noter déjà que étant à l'internat, déjà bon j'étais assez
Dynamique oui, un peu dynamique, oui, mais surtout anticonformiste. D'accord. Donc, on dit souvent que c'est des délinquants. Un peu rebelle sur les bords. Voilà, exactement, c'est ça le mot caché, le rebelle. Donc, j'avais été exclu de l'école où j'étais et tout, donc je n'ai même pas fait la terminale. En fait, j'ai fait ça en candidat libre et tout. Oui. Et déjà là, lorsque je me suis retrouvé à ne pas fait la terminale, c'est où j'ai pris plus ou moins conscience qu'effectivement, c'était ma vie qui était en jeu. Et là où j'ai commencé donc à entreprendre en réalité. Bon, bien que depuis l'âge du CSO, on vendait déjà les bananes et tout. Mais là, c'était vraiment une démarche qui était personnelle, qui était vraiment liée à ma propre personne et non la matière ou le patek disait va vendre ça et tout. Donc, c'est là où j'ai commencé plus ou moins à entreprendre. Oui. Donc, quand j'arrive à l'université et tout, que je fais ce constat-là, je décide alors de continuer effectivement cette voie-là. Donc, c'est en voyant en fait ce que la vie me promettait, oui. en suivant le cursus classique, que j'ai compris qu'il fallait que je trouve une autre voie. Rapidement. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, quelle était votre première entreprise et pourquoi le choix du secteur d'activité dans lequel vous avez décidé de vous mouvoir? Bon, déjà, ayant fait des études dans le domaine des sciences humaines et surtout de l'art, donc oui. l'art plastique et l'histoire de l'art, j'avais une prédisposition à tout ce qui est du domaine d'expression artistique. Et naturellement, en ce qui concerne tout ce qu'on fait, même ce que vous faites ici. Oui. Donc, il y avait une prédisposition de par mon cursus et de par le fait que, intrinsèquement, j'avais déjà des talents artistiques en tant que dessinateur, peintre et tout. Donc, ce choix a été naturel, ce n'était qu'une continuité, qu'une cohérence. Même comme après, j'ai tout changé dans plusieurs choses, mais ça, c'était la base. Alors, et le secteur de la communication, de la production, parce que c'est toujours la communication en quelque sorte, est un secteur très sensible de par le pouvoir que les gens tiennent entre leurs mains. Aujourd'hui, vous avez une image des Chinois, une image des Américains. C'est pas tant que ça une image que vous êtes allé sur le terrain pour l'obtenir. Récolter, oui. C'est à travers les médias. Aujourd'hui, c'est un pouvoir tellement puissant qu'on ne lésine pas avec ça. Vous pouvez très bien voir comment, à travers la défaite des États-Unis au Vietnam, la guerre du Vietnam que vous connaissez très bien, le film Rambo est sorti où un seul personnage réussit à terrasser tout un peuple du début jusqu'à la fin sans charger même son arme et tout. Mais les gens ne se posent pas ces questions-là, mais du coup, c'est ça qui fascine. Vous ne verrez jamais dans un film américain qu'on ne présente pas en fait la toute-puissance américaine. Oui. Et ça a un effet en fait sur votre subconscient. Et c'est très, très subtil. Lorsque vous voyez un Chinois dans la rue, vous avez l'impression que c'est sûrement un maître chinois. Parce que tous les contenus audiovisuels auxquels on a été soumis nous montraient les Chinois pratiquer du Kung Fu et tout. Tant beaucoup sont des soulards. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, effectivement, c'est un outil très puissant. Je vais encore aller plus loin. Oui. Aujourd'hui, dans l'industrie de la cosmétique, qui est une industrie qui a beaucoup d'argent, quels sont les canaux par lesquels, en fait, on réussit à influencer les gens inconsciemment? Pourquoi, ici, chez nous, particulièrement, on a une tendance à apprécier des peaux claires au détriment des peaux noires? Pourquoi est-ce qu'on a des réflexes qui vont vers un modèle esthétique, plastique, occidental? Mais c'est parce que les médias nous soumettent à ça en permanence, qui sont ceux qu'on met en avant dans les films, etc., etc. Mais à qui profite ça, en fait? À qui profite la culture qu'on véhicule à travers ça? Oui. C'est ceux qui produisent, en fait, des éléments qui permettent de nourrir cette culture-là. Donc, du coup, à partir du moment où vous avez un média en main, vous avez une capacité à produire un contenu audiovisuel. Faites attention, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Oui. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. Généralement, les gens s'éduquent, malheureusement, pas dans les livres, mais en regardant la télé. Absolument. En regardant des contenus. Et ces contenus, effectivement, ont une influence sur eux. Et du coup, vous avez une société qui a un grand lien de causalité avec ce qu'ils consomment comme information. Et l'information n'est pas que le journal. Oui. C'est un film, c'est un documentaire, c'est une émission. Oui. Donc, c'était un domaine d'une sensibilité et d'une pertinence qui ne pouvait qu'intéresser quelqu'un comme moi qui a de l'ambition. Oui. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans ça. Et la première entreprise, comment s'appelait-elle? NKH. NKH. Voilà. Alors, elle existe toujours ou bien? Non, NKH a muté en Iboga. Iboga. Voilà. Alors, parlons d'Iboga justement, et c'est ici qu'on va voir le côté démarcation totale. Cette entreprise n'est pas, est peut-être connue par les Camerounais, mais vos travaux sont immenses, vos réalisations sont extraordinaires. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes par exemple l'entreprise, vous avez travaillé sur les habillages de la CAN Guinée-Gabon 2012. Alors parlez-nous de ce marché, comment vous l'avez? Déjà, je pense personnellement qu'il faut pas se limiter. Le gros problème que nous avons dans notre communauté africaine et noire en l'occurrence, c'est qu'on ne nous a pas appris à rêver. Généralement, on limite nos rêves, on se dit, voilà le peu que je peux avoir.
Mais si vous vous frottez à d'autres peuples, comme les Japonais, les Chinois et tout, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un mindset totalement différent. C'est des gars qui sont capables de te dire que je rêve à lancer un satellite, je rêve créer une entreprise qui va révolutionner le monde et tout. C'est la chose la plus facile de rêver. Mais si on réussit à vous brider, si on réussit à vous limiter, vous ne pourrez pas exprimer votre génie. C'est ça le gros drame. Et c'est pour ça qu'on va se réveiller encore sur les médias. Lorsque vous entrez dans une université américaine, vous allez vous rendre compte que sur les murs de l'école, il y a toujours les photos des grands inventeurs, etc., auxquels les gens se réfèrent pour se dire, s'ils ont fait, on peut faire aussi. Donc c'est pour dire que nous, on a pu avoir l'opportunité. Ce n'est pas qu'avec l'État du Gabon que nous avons travaillé, même l'État de Guinée équatoriale, l'État du Tchad, nous avons travaillé. Mais pourquoi nous avons travaillé avec eux? Parce qu'effectivement, on s'est donné les moyens techniques et technologiques, mais surtout les moyens intellectuels de se dire on est capable de faire pour eux. Oui, parce qu'il existe plusieurs entreprises de communication sur le continent. Parvenir à travailler sur les habillages d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, co-organisée par deux pays, et être ceux qui produisent ces habillages, il faut avoir le bras un peu long. Oui, c'est vrai, pour vous dire vrai, on a travaillé avec une entreprise locale. Oui. Et la dame avec qui on travaillait, elle avait l'habitude de nous confier des travaux d'une certaine sensibilité. C'est comme dans le monde de la pub aujourd'hui, lorsque nous travaillons sur un projet sans prétention aucune, c'est quand c'est un projet vraiment très compliqué. Oui. Parce qu'il faut de l'intégration, il faut du green screen, il faut du compositing et tout, qui sont des technologies très récentes et qui demandent beaucoup de temps de travail pour pouvoir les maîtriser. Et généralement, les gens préfèrent faire ce qui est classique. Mais nous, on essaie toujours de pousser un peu plus loin. Donc du coup, lorsqu'il y a des projets d'une certaine envergure, c'est à nous qu'on confie directement. D'accord. Donc même si on a travaillé avec beaucoup d'agences comme nous, mais qui sous-traitaient chez nous et qu'on signait à leur nom. Mais ça, c'est surtout parce que vous avez la compétence. La compétence, oui, c'est ça. Des autres compétences. Oui, c'est la compétence d'abord qui est, je veux dire, l'élément fondamental. Oui. Il ne faudrait pas que les gens se méprennent à croire que par un moyen ou un autre, il peut arriver à un résultat efficace. Et vous avez fait vos études au Cameroun avec toutes les réalisations que Totalement au Cameroun. C'est plus tard que j'ai commencé à voyager, oui. Mais que ce soit moi, que ce soit Rodrigue Foto, oui. Que ce soit même aujourd'hui le directeur général d'Iboga, qui est un jeune issu de l'université catholique et tout, qui est aussi extrêmement compétent. Ce sont des produits 100% camerounais. 100% camerounais. Voilà. La seule différence, que nous sommes ouverts. Aujourd'hui, Internet donne l'opportunité de briser les barrières limitantes du déplacement physique, parce que la connaissance, elle est disponible. Alors, un autre pan de votre activité à Iboga, que beaucoup ne connaissent pas, par exemple, c'est que vous produisez des habillages pour plusieurs chaînes de télévision. Exactement. Alors, quelles sont les chaînes de télé au Cameroun avec lesquelles vous avez travaillé et sur lesquelles, quand on se connecte aujourd'hui, on regarde des habillages, on sait que c'est la signature d'Iboga? Canal 2, par exemple, c'est nous. C'est vous qui avez réalisé Tout Canal 2 du logo, OCNT, Transition, Packshot, c'est nous. Vox Africa, où on s'est vu. Naturellement. Voilà. Afrique Media, Seven News, Giant, certaines émissions de la CIA TV aussi, et qui d'autres? Je pense que 70% des chaînes de télé locales qui sont... Portent vos griffes sur le plan des habillages. Exactement. Alors, tout cela réuni fait que votre entreprise est passée à un autre niveau de performance. L'entreprise a explosé, c'est devenu un groupe. Quelles sont les entités qu'on retrouve à l'intérieur? Dans Iboga, aujourd'hui, on a Iboga Experience, qui est l'agence conseil en marketing. Et c'est nous qui gérons actuellement UCB, le groupe Kadi. Oui. On avait Iboga Design et Construction, qui fait dans tout ce qui est bâtiment et BTP. Vous avez Iboga Digital, qui est naturellement digital. Oui. Et on a Iboga Academy. Nous allons commencer on fait déjà des formations en ce qui concerne la production et tout, mais on va aller plus loin et intégrer d'autres domaines de compétences. Et nous avons Iboga Engineering Solutions, qui est une entreprise en train de s'implanter. Et ça fait partie des éléments du groupe Iboga, effectivement. Et nous avons Iboga Cinéma. Iboga Cinéma, et nous avons aujourd'hui déjà 3 contenus de qualité, avec un moyen métrage et un court métrage que vous pouvez regarder sur les plateformes digitales, qui est accès gratuit. Et Iboga Cinéma fait partie en fait des piliers, pour ne pas dire la colonne vertébrale de l'ambition que nous avons en termes de développement d'entreprise. Et Iboga Engineering Solutions aussi entre dans ce sillage-là. Et Iboga Engineering Solutions, effectivement, c'est
ce sera ou c'est une entreprise, parce que bon, ce n'est pas encore officiel, c'est une entreprise qui va faire dans tout ce qui est de l'ingénierie, de formation et production. Ça va aller du mobilier au système de sécurité, des portes, etc., etc. En ce moment, nous travaillons avec des équipes qui sont formées en Allemagne, qui opèrent en Suisse, et en l'occurrence des membres de notre famille, et qui, ayant eu l'expérience de plus de 15 ans, 20 ans de l'autre côté, nous allons donc transférer la technologie ici pour pouvoir permettre aux Camerounais aussi de bénéficier de ça. Ça fait beaucoup de projets sur lesquels vous êtes. Et ça fait aussi beaucoup de rentrées financières, je suppose. La motivation n'est pas l'argent d'entrée du jeu. Parce que lorsque vous entreprenez, si l'argent est votre but, vous n'aurez pas l'argent. Mais si c'est d'apporter un produit de qualité, vous aurez l'argent au rendez-vous. C'est systématique. Mais justement, dans votre manière de vous démarquer, comparé aux autres structures de communication qui existent au Cameroun et même sur le continent, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire votre particularité? Qu'est-ce qui peut faire votre charme en réalité? Bon, notre charme déjà, c'est ce qui définit toutes les entreprises qui peuvent faire plus de 3 ans. Parce que la durée de vie d'une entreprise est sérieuse lorsqu'il faut la tester, c'est 3 ans. Oui. Une entreprise réussit à faire 3 ans ou 5 ans, c'est sûr que c'est une entreprise qui va mettre long. Généralement, les entreprises meurent autour de 1 an, 2 ans, parce que l'adversité commence vraiment à se prononcer à la deuxième année. Ce qui fait notre charme, c'est l'excellence, même si c'est un idéal, qu'on essaie d'approcher à chaque fois. Nous essayons à chaque fois de pousser plus loin, en fait, nos connaissances en termes techniques et technologiques, comme je disais tantôt. Et on ne se contente pas d'offrir ce que le marché demande parce que, entre guillemets, le marché n'est pas mature. Non, notre comparatif n'est pas le marché local, mais c'est le marché japonais, le marché américain. Si vous regardez le dernier film que nous avons fait, c'est rare de voir les Camerounais tous unanimes sur un film que c'est bon. Absolument. Quand vous réussissez à faire 80% des Camerounais vous disent que quelque chose est bon, franchement, vous devez vous féliciter. Et vous pouvez voir les commentaires sur ces films-là. Si vous voyez à quel niveau nous avons poussé, c'est que nous avons investi dans ces films pour donner ça gratuitement aux gens. C'est pour dire ce que nous sommes capables de mettre sur la table lorsqu'il faut produire quelque chose de qualité. Donc, notre charme ou alors notre force, effectivement, c'est cette innovation permanente, c'est cette créativité et cet investissement à 500% dans les projets lesquels nous travaillons. Alors, sur le plan managérial, comment parvenez-vous à détecter les valeurs les plus sûres avec lesquelles vous travaillez, que ce soit en partenariat ou alors comme des emplois au sein de votre structure, afin d'atteindre ce niveau optimal de performance? Voilà, déjà, moi personnellement, je lis beaucoup. Donc, je lis pour comprendre comment ceux avant moi ont réussi à atteindre ce niveau de croissance et surtout pour comprendre l'humain, parce que c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Oui. Et ayant compris, même si ce n'est pas totalement, mais partiellement, l'être humain, il faut déjà intégrer qu'un projet ne peut se réaliser que par des hommes et avec des hommes. Vous seul, vous ne pouvez pas attacher un fagot de bois, comme on le dit naturellement. Donc, le choix est généralement porté sur des personnes qui peuvent avoir un certain type de valeur. Déjà, il n'y a pas de hasard. Si vous voyez quelqu'un à un certain âge qui n'a pas un certain type de réalisation ou un certain type d'avancée, ça veut dire que quelque part, il y a un problème dans sa propre existence, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme problème au cours de notre vie. On devrait avoir un certain minimum. Donc, il y a, je veux dire, un bon partenaire, c'est celui-là déjà qui a un mindset différent. Oui. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, à qui vous dites, voilà, on peut réaliser ce projet, si il vous dit, avant de quitter de chez moi, il me faut l'argent, il faut. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est porté essentiellement sur le matériel. Et quand la motivation n'est pas la passion, vous ne pouvez pas arriver à l'excellence. Ce n'est que la passion qui a fait que les gens puissent faire un bon quantique en termes de développement, en termes d'innovation, en termes de... Donc, déjà, vous pouvez identifier ça chez certaines personnes. Ce ne sera pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a vocation à porter une entreprise. Ivan Djoko, par exemple, qui est le DG d'Iboga aujourd'hui, c'est un jeune de 26 ans. Et avant lui, j'ai rencontré plein de personnes. Il a ses aînés dans l'entreprise, mais lui, il est devenu directeur général parce qu'effectivement, il avait pas uniquement cette prédisposition-là, mais il avait cette force-là et cette capacité-là à pouvoir supporter les chocs. L'entrepreneuriat, c'est la bagarre. La version camerounaise, alors, c'est le feu. Alors, parlons un peu avant d'entrer dans vos projets proprement dit. Parlons des difficultés que vous avez rencontrées dans la mise sur pied et dans l'implémentation des projets d'Iboga. Quelles sont les difficultés les plus fortes que vous avez rencontrées et sur lesquelles vous pouvez dire aujourd'hui, écoutez, nous sommes fiers parce que nous avons traversé telle difficulté et ça nous a permis d'arriver à tel niveau de performance? Le plus difficile dans une entreprise, c'est le management des personnes humaines, des ressources humaines. C'est encore plus difficile de manager les artistes, ces gars-ci. Parce que les créatifs sont très libres dans leur tête.
Et les gars que du jour au lendemain, ils disent qu'ils partent, sans raison. Ils ne sont pas cartésiens. Ils sont tellement volatiles, ils sont tellement libres que réussir à les fédérer, c'est la chose la plus complexe. La plus grande fierté pour nous, pour Iboga, parce qu'Iboga aujourd'hui, je ne la considère plus comme moi, non, du tout. C'est une entité indépendante de ma personne, dont j'ai contribué à son rayonnement. Et c'est d'avoir réussi à mettre des artistes de qualité au même endroit et d'avoir intégré dans l'esprit de ces gens une vision business. Les artistes sont trop passionnés. J'ai vu de mon art, non. Peut-être la chance que j'ai, c'est que je suis aussi artiste à la base et j'ai développé mon côté business. Du coup, je sais comment est-ce que je peux concilier ces deux. Mais je peux vous garantir que manager les artistes, c'est la chose la plus difficile. Dès que quelqu'un est créatif, ça veut dire son esprit est libre, il est difficile de le mettre dans une boîte. Il est difficile de le mettre dans un carré. Donc la plus grande fierté d'Iboga aujourd'hui, sur ce plan, effectivement, c'est d'avoir pu fédérer ce genre de personnes pour ce projet. Alors, l'une des fiertés aujourd'hui, lorsqu'on regarde votre déploiement, c'est de constater que, outre Iboga, qui est le groupe, vous avez d'autres entreprises que vous avez créées, et je suppose que vous en êtes le promoteur particulièrement. Je pense à Pizza Dorée, par exemple. À un moment, je vous voyais également avec un projet de taxi qui devait transporter les gens au Cameroun et tout. Parlez-nous des autres projets que vous avez mis sur pied et qui fonctionnent aujourd'hui normalement. Parce que pour un spécialiste dans la communication et la production comme vous, vous retrouvez dans le secteur de l'agroalimentaire et d'autres types de secteurs. Je suppose que ce n'est pas évident, mais vous réussissez. C'est quoi votre secret? Voilà. Déjà, il faut comprendre que la réussite, c'est la somme des échecs. Il n'y a pas le coup d'essai, coup de maître. Plusieurs personnes pensent qu'il y a un moyen autre que l'expérience, que la pratique, que le travail pour atteindre une certaine excellence ou le succès. Déjà, il a été établi clairement qu'il faut pratiquer une activité pendant 10 000 heures pour pouvoir atteindre l'excellence dans l'activité. 10 000 heures correspond à 5 ans si vous travaillez 7 heures par jour. Ça, c'est le minimum, c'est le plus basique. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a du temps, il y a beaucoup à fournir pour arriver à un résultat conséquent. Maintenant, en ce qui concerne les autres entreprises, de tous ces grands-là, vous allez rendre compte que tous ont plusieurs entreprises, systématiquement. Mais il y a une entreprise de base qui en fait est comme une sorte de LACAM, si tu veux, donc de centre d'initiation. Cette entreprise-là que vous réussissez à apporter à un certain niveau qui vous permet de comprendre, il y a un secret derrière l'entreprise. Ce n'est pas une science du hasard, non. C'est tout sauf du hasard. D'accord. Et dès que vous réussissez à comprendre ça, vous pouvez démultiplier d'autres entreprises, naturellement. Mais surtout, la clé, c'est d'apprendre à déléguer. Alors, nous allons parler de plusieurs autres projets, de vos autres projets tout à l'heure. Nous allons attaquer tout de suite 2 séquences majeures de cette émission. La première, c'est « Et si cela vous arrivait, que feriez-vous » C'est une séquence qui est animée par Raphaël Chegué. Et je crois que vous avez entendu parler d'une entreprise Codilet. Est-ce que vous avez entendu parler de l'entreprise Codilet? Avec Nestlé, je crois. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à son promoteur? Qu'est-ce qui est arrivé à cette entreprise? On en parle dans quelques instants. Juste le temps de marquer cette pause et de recevoir Raphaël Chegué. Raphaël Chegué, bonsoir. Bonsoir Romaric. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous nous dites dans votre séquence, et si cela vous arrivait, que malgré le fait que l'entreprise Codilet et son promoteur aient remporté son procès contre Nestlé, mais c'est une entreprise et un promoteur qui ont connu des moments extrêmement difficiles. Ah oui, des moments extrêmement difficiles qui sont restés carrément dans notre mémoire. Monsieur Kanga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Parfait. Alors, vous connaissez l'histoire de Codilet, certainement. Entendu parler. Ben voilà, je vais vous la raconter, mais d'une façon un peu plus rapide, parce que c'est une histoire qui a marqué beaucoup d'esprits. Donc, il faut dire déjà que l'histoire commence en 1990. Donc, en ce moment-là, le marché du lait concentré sucré est totalement dominé et géré par la grande société locale Codilet, donc qui employait donc à l'époque 200 employés. Donc, en 1994, avec la dévaluation du franc CFA, tout commence à basculer pour Codilet, c'est-à-dire qu'on a près d'un quart de son chiffre d'affaires qui est entamé. Et la même année, comme si tout cela ne suffisait pas, il y a Nestlé qui débarque avec un produit concurrent 2 fois moins cher que le produit principal de Codilet. Donc, ce qui oblige donc justement Codilet à revoir sa position. Voilà pratiquement 90% de son personnel qui est mis à la porte parce que la société n'arrive plus à tenir pendant que Nestlé prospère, va de marché en marché
Codilet, cependant, va plutôt broie du noir. Alors, le président directeur général, en 2003, décide justement de regarder de plus près la situation. Et donc, après moult analyses, il se rend compte effectivement que son concurrent est en train de mener ce qu'on appelle une frauduleuse concurrence. Donc, je ne vais pas vous donner les détails, ce n'est pas très, très important en tout cas. Donc, il décide de porter l'affaire au niveau du tribunal, ce qui est parti pour un marathon de 17 ans. En 2020, il parvient à avoir gain de cause et il s'en sort donc avec 517 millions de francs CFA de dommages et intérêts qui lui sera donc versé par la société, par la mastodonte suisse. Mais depuis 2020, en fait, la société n'est que l'ombre d'elle-même parce qu'avec les 10 personnes qui étaient restées en 1994 pour la maintenance des machines, ces 10 personnes en réalité n'ont plus d'emploi. Codilet, qui faisait autrefois rêver les Camerounais avec sa production, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été autrefois. Donc, l'entreprise a donc changé de secteur d'activité et se trouve aujourd'hui dans la fabrication des yaourts. Parti d'un chiffre d'affaires de près d'1 milliard de francs CFA pour 517 millions, 200 employés pour moins de 10 employés désormais, il faut dire que c'est une chute qui fait mal. Alors, si vous étiez à la place de Puis Bassek, par exemple, lui qui est président directeur général, qui a longtemps considéré cette société comme une réelle fierté, qu'auriez-vous fait? Déjà, vous avez cité toutes les conséquences, mais vous n'avez pas parlé du temps. Parce que le temps est la seule chose qu'on ne recycle pas. Quand c'est passé, c'est passé. 17 ans, c'est énorme. Et plus le temps passe, plus ce que nous sommes capables de faire prend moins de temps. 17 ans, c'est énorme. Ça m'a secoué. Parce que là, c'est extrêmement brutal. Et c'est ça le problème que toutes les jeunes économies ont avec les multinationales. Ils ont des capacités financières énormes. 517 millions, c'est rien. Mais si cette société lui rapportait ne serait-ce que 100 millions par an, en 10 ans, ça faisait combien? Ça faisait 1 milliard. En 17 ans, ça faisait combien? Donc même les 517 là, ça peut paraître beaucoup, mais beaucoup à quelle époque? 17 ans après, ça n'a plus de valeur. Ça aurait été au début. Il aurait pris cet argent-là et développé notre activité avec. Moi, à sa place, au pif comme ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais il y a tellement d'enjeux, il y a une dimension politique, il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte. Souvenez-vous avec l'histoire de Tata Motors, lorsqu'elle se déploie en Europe, l'Europe décide que Tata Motors est très très moins cher. On ne peut pas laisser notre économie entre la main de cet Indien et tout. Ils ont créé une histoire et tout et tout. On n'a pas permis le marché européen à Tata Motors. Mais les Indiens ont répliqué directement. Ils n'ont pas attendu 3 jours, la même semaine, à 13h, si je peux dire ça comme ça. Tout ce qui concernait effectivement certaines multinationales européennes ont été mis en mal. Et c'est de bonnes guerres. Vous voyez? Mais là, il faut qu'il y ait des personnes qui ont la responsabilité, la destinée d'une nation, qui comprennent les enjeux du monde économique. Le tout n'est pas un X qui vient dans ton pays te donner 1, 2, 3, 4 milliards, mais c'est de fabriquer toi-même tes propres généraux d'entreprises qui iront conquérir le monde. Alors, d'habitude, lorsque on a observé les entrepreneurs face à un échec parfois aussi retentissant, on a tendance à choisir des options plus dramatiques. Vous qui êtes à la tête de plusieurs entreprises aujourd'hui, si jamais vous connaissez, je veux dire, ce genre d'échec, que pensez-vous, quelle est la solution d'après vous à mettre en place pour ne pas perdre tête, si je peux le dire comme ça? Bon, je pense que peut-être le monsieur n'avait pas connu d'échec par le passé. Peut-être, je ne connais pas sa vie. Mais en réalité, un entrepreneur, on dit que l'entrepreneuriat, c'est comme sauter d'un immeuble. C'est en coup de chute que vous fabriquez en fait le parachute pour atterrir. C'est déjà un risque d'entrée de jeu. Et souvenez-vous, le mythe de la caverne. Si l'homme de la caverne n'était pas sorti de la caverne, on n'aurait jamais eu la civilisation. Le risque fait partie de la vie. Maintenant, face à une situation, lorsqu'il y a un choc, lorsqu'il y a ce type d'événement, rester au sol ne vous arrangera en rien. Dire que ça va encore me prendre 5 ans pour remonter tout ça n'est pas le problème. De toute façon, les 5 ans vont passer. C'est à vous de savoir ce que vous mettez dans les 5 ans-là, entre-temps. Lorsque vous êtes déterminé, rien ne peut vous stopper. Alors, est-ce que votre parcours a déjà connu des échecs? Si oui, comment est-ce que vous avez géré la situation? Terrible. Mais terrible, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est tellement éprouvant. Lorsque vous voyez un homme au sommet, et c'est les choses qu'on raconte au quartier, la sorcellerie, là. Respectez-le. Parce que l'adversité auquel ces gens font face, de par l'environnement, de par la sociologie, les mentalités, mais c'est éprouvant. C'est éprouvant. C'est éprouvant. Donc, l'échec, ça ne... On a posé une fois une question comme ça à Paul Focam.
Quel est le secret de la réussite? Il a dit c'est l'expérience. Comment faire pour avoir l'expérience? C'est d'échouer constamment. C'est clair. Il n'y a pas le coup d'essai, coup de maître. Je l'ai dit au début. Vous deviez tomber, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez, jusqu'à un jour où la vie comprend que non, vous avez assez donné. Alors, pour sortir de cet entretien, s'il fallait donner un conseil aux jeunes entrepreneurs camerounais que vous observez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager toutes ces personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Déjà, de ne pas plus mettre les personnes en avant que leurs produits. Ici, chez nous, on connaît généralement la personne et connaître le produit. Ailleurs, on connaît le produit, on ne sait pas qui est derrière. Il y a un problème d'égo dans notre environnement, très poussé. Et les gens sont extrêmement pressés. Moi, je suis prêt encore à mettre 10 ans pour atteindre mon objectif. Il n'y a aucun problème. Du coup, tu ne peux pas m'arrêter, tu vois. Parce que je suis prêt à faire le sacrifice que peut-être beaucoup ne sont pas capables, ne sont pas prêts à le faire. Il y a déjà ça, et s'informer. L'information est la clé. L'information et la connaissance est aujourd'hui l'élément capital. Ceux qui contrôlent l'information, les données aujourd'hui sont plus puissants que des pays qui ont l'arme nucléaire. La connaissance s'instruit en permanence. Je n'ai pas dit juste mettre le journal, écouter ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit au journal aujourd'hui, demain, ça peut être autre chose. C'est éphémère. Mais comprendre et connaître ce qui se fait ailleurs, comment le monde est en train de bouger, ça vous évitera d'être désuet. Je vais vous prendre l'exemple rapidement de l'effet Kodak. Vous vous souvenez de Kodak, la société Kodak, qui était toute puissante, mais n'a pas été capable de migrer. Elle n'a pas été capable de migrer. Aujourd'hui, même les téléphones, les studios photos vont bientôt mourir. Les gens ne le savent pas. J'ai commencé par les studios photos. Mais très vite, j'ai compris qu'avec cet outil-ci, beaucoup de choses vont disparaître. Donc, il faut s'informer. Ce que je peux dire aux gars, c'est de se concentrer, de s'informer, de s'instruire, surtout en intelligence financière, la gestion financière. Et être persévérant, et tout, ça va aller. D'accord. Alors, c'est la séquence, et si cela vous arrivait, que feriez-vous? J'ai beaucoup aimé vos réponses, surtout un élément qui m'a beaucoup marqué dans ce que vous avez dit lorsque vous parlez du monsieur de Codilet. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que s'il a stagné longtemps, c'est aussi, et je peux me tromper peut-être, c'est aussi peut-être parce qu'il n'a pas pensé à faire un réinvestissement de ce qu'il avait gagné au préalable dans une autre activité. Exactement. Est-ce que c'est ce que, dans votre cas, par exemple, vous évitez? Il faut toujours multiplier ses actifs. C'est très important. Et éviter d'augmenter votre niveau de vie sans augmenter vos revenus. La pauvreté, c'est de gagner 100 francs et de vivre de 120 francs. La richesse, c'est de gagner 100 francs et de vivre de 75 francs. Voilà, simple mathématique. Les gens vivent toujours au-dessus de leurs moyens. Observez-les autour de vous. À peine ils veulent une nouvelle voiture, à peine ils prennent un nouvel appartement. Mais ce sont des passifs, ça ne vous rapporte pas de l'argent. Mais lorsque vous développez des activités qui vous génèrent plus d'argent, vous avez la capacité, un cash flow pour réinvestir et vous mettre à l'abri du besoin. Et l'abri du besoin, c'est quand vous atteignez une fortune. La fortune, c'est un amas d'argent qui peut être consommé sur des générations sans que vous ne stressez. Et c'est ça le but. Alors, Hero Kamga, jeune entrepreneur, mais pétri d'expérience, avec vous, dans moins d'une poussière de seconde, nous allons entrer dans votre vie extra-professionnelle, comprendre qui vous êtes en réalité, ce que vous faites en dehors de vos heures de travail, et surtout autour de quel idéal est bâtie votre vie familiale. On en parle dans quelques instants avec Laetitia Tamo. Laetitia Tamo, bonsoir. Bonsoir Romaric. Merci d'apporter la lumière sur notre plateau. Bien évidemment. Alors, je me suis toujours posé une question de savoir pourquoi les entrepreneurs créent toujours autant de mystères autour de leur vie extra-professionnelle. Peut-être parce qu'ils pensent que leur vie privée peut devenir la vie publique de tout le monde. Oui, certain. On est dans la séquence Jardin secret. Vous êtes face à M. Henri Kamga. Tout pour à nous fait. amener dans son jardin secret. Bonjour, Monsieur Henri Kamga. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Ça va, merci. Est-ce que vous êtes prêt à partager avec nous votre jardin secret? Il n'y a pas de clôture. Ok. Donc, dites-nous, enfant, quel métier vous passionnait? Enfant, j'ai dessiné beaucoup, déjà. J'ai dessiné beaucoup. Je n'avais pas un métier particulier, mais j'avais cette capacité-là à fédérer déjà les gens. Et j'étais assez rebelle, donc j'avais plus ou moins les caractéristiques d'un entrepreneur peut-être.
D'accord. Bon, vous allez m'excuser, mais j'ai un peu fouiné dans votre Facebook et je me suis rendu compte que, effectivement, ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai vu des dessins animés et tout ce qui a marqué notre enfance et consorts. Mais est-ce que vous aviez un préféré parmi... Les dessins animés. Oui. C'est vrai que j'aimais bien Le Roi Lion. Bon, tout le monde aimait, c'était le seul truc qui passait à la CRTV à l'époque là. Avec Denver, bon, tous les dessins animés, là, on aimait tout ça. Donc, une particularité, c'était essentiellement ça. Le champ n'était pas très vaste, en fait. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants et vous n'êtes pas marié. Monsieur Kamga a-t-il peur de l'engagement? Du tout. Monsieur Kamga est juste libre. Il n'est pas conformiste. C'est-à-dire, les gens me demandent pourquoi je ne suis pas marié, ils demandent pourquoi ils sont mariés. Est-ce que c'est en rapport avec toutes vos activités entrepreneuriales que vous avez déjà mis sur pied aujourd'hui, ou alors il y a autre chose derrière? C'est en rapport avec la nature même des entrepreneurs, des vrais. C'est des personnes qui ne sont pas facilement, on ne peut pas les rendre conformistes. L'un des plus grands entrepreneurs que j'apprécie le plus aujourd'hui, c'est Elon Musk. Il a fait 3 mariages. Ah oui. Je ne dis pas que je ferai 3 mariages, je ne dis pas que je ne vais pas me marier, je vais me marier. Mais je dis juste que mon timing n'est pas le timing de la société. Très bien. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous vivez avec la mère de vos enfants? Oh, ça c'est vraiment à l'intérieur. Non, je ne vis pas avec elle. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est un choix? Parce que nous ne sommes pas dans la même ville et parce que nous ne sommes plus ensemble aussi. Donc, si, là, tout de suite, on vous organise un mariage, quel régime vous allez choisir, monogamie ou polygamie? Comment vous avez créé en réalité, pour être honnête, je peux bien choisir même polygamie. Parce que je ne fais jamais rien pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais je choisirais monogamie parce que je veux limiter mon stress, en fait. Parce que vous pensez que vous pouvez très bien signer polygamie et avoir une femme à la longue. Oui, comme on peut toujours signer aussi monogamie et après, on a une femme, mais on ne va pas juste chez le maire avec elle. Tout à fait. Vous êtes un homme romantique? Romantique? Pas la version occidentale. Ma mère m'avait jamais dit qu'elle m'aimait tellement. Ni mon père aussi. Je pense que chez nous en Afrique, l'amour ne s'exprime pas par les mots, c'est par des actes. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus fou par amour? Le plus fou, mon frère. Je suis assez rationnel. Hein. Et je peux faire du bien aux gens, je le fais même en permanence parce que je pars du principe qu'on ne reçoit que ce qu'on donne. La personne peut interpréter ça comme étant peut-être de la naïveté ou autre chose, mais au fond, c'est un geste naturel qui peut être dirigé vers tout le monde. Donc, un acte fou, non. Je suis vraiment assez rationnel. Très bien. Et avec tout ce que vous avez déjà mis sur pied, est-ce que vous parvenez à faire facilement confiance aux autres? La confiance est le seul moyen de vous déployer. Si vous n'avez pas confiance aux gens, vous ne pourrez rien construire. Donc, ça veut dire que, vos amis jusqu'ici, comment est-ce que vous pensez qu'ils vous décrivent? Parmi les amis, vous avez 2 catégories. Il y a ceux qui vous admirent et que vous inspirez, qui sont près de vous. Il y a ceux qui sont près de vous, qui vous jalousent, mais que vous découvrez généralement lorsque vous êtes en difficulté. Mais généralement, comment est-ce que vous traitez ceux qui vous jalousent? Généralement, c'est plus tard qu'on se rend compte. C'est plus tard. Et ça fait partie, en fait, de la vie de tout entrepreneur, de toute personne même. Dès que vous avez un minimum, un tout petit pouvoir, ne serait-ce que même financier, vous attirez tellement de monde. Mais dans ce monde-là, c'est un melting pot qui, le plus souvent, est composé de personnes très hypocrites, très jalouses et tout. Et évidemment, ce n'est pas de leur faute. C'est qu'ils ne comprennent pas que chacun a son opportunité. C'est juste que d'autres prennent le risque qu'eux refusent de prendre et tout. Le plus souvent, je m'éloigne. Je m'arrange à m'entourer des personnes qui peuvent m'inspirer, des personnes comme lui, des personnes comme vous, qui sont dans une dynamique qui est semblable à la mienne. Si vous êtes entouré de 10 idiots, vous êtes probablement le 11e. Mais si c'est des 6, vous êtes le 7e. Si c'est des personnes intelligentes. Monsieur Kamga, vous aimez la lecture et parlez-nous particulièrement d'un livre qui vous a marqué et qui a eu un impact dans votre vie personnelle.
pas un seul livre. Le premier livre qui m'a marqué, c'était Les sociétés secrètes et leur pouvoir au XXe siècle. C'est un livre que j'ai lu il y a 15 ans. C'est un livre qui a déprogrammé mon esprit parce que nous naissons dans un environnement avec des programmes. C'est pour ça que les jésuites disent « Donnez-moi un enfant de 0 à 7 ans, j'en ferai ce que je veux ». Parce qu'effectivement, c'est la période où on moule votre personne à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, il faut déconstruire. On dit aujourd'hui que le fait de ne pas être intellectuel, ce n'est pas parce que vous ne lisez pas ou que vous n'apprenez pas. C'est parce que vous n'êtes pas capable d'apprendre, de désapprendre, de réapprendre. Donc, il n'y a pas qu'un seul livre qui m'a marqué. Plusieurs livres au fil de mon évolution. C'est comme des diplômes. Donc, le premier livre qui m'a vraiment impacté, c'était Société secrète, leur pouvoir au XXe siècle. Et par la suite, le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez, devenir riche. Il y a aussi Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, que j'ai lu à l'époque. Et il y a Tim Ferriss, La semaine des 4 heures, qui montre clairement comment en 4 heures, vous pouvez gérer plus de 4 entreprises en vous organisant juste et en vivant votre vie pleinement. Et il y a des livres aussi sur la politique, des livres sur la médecine et tout que je lis. Donc, il n'y a pas qu'un seul livre, mais le premier livre qui a créé le déclic, parce que le plus intéressant, c'est comment vous pensez, comment vous interprétez la société. Est-ce que vous êtes un pion ou est-ce que vous êtes un kachikashi, on peut dire ça comme ça. Et avec tout ça, dans quel domaine vous vous sentez le plus confortable avec tous ces livres que vous avez déjà eu à lire et ce que vous avez mis sur pied? Est-ce qu'en dehors de ça, vous avez un domaine dans lequel vous vous sentez le plus confortable? Je pense qu'il y a un domaine qui regroupe tout ça, le domaine de la spiritualité. Pas de la religion, parce que les gens mélangent plus souvent. Ah, donc vous n'êtes pas... Je ne suis pas religieux, Ok. Je suis plutôt spirituel. D'accord, dans quel sens spirituel? Le religieux, il est beaucoup plus dogmatique. Et il sépare. Je suis chrétien, il est catholique, il est musulman. Le spirituel, il est au-dessus de tout ça. Il a pour valeur essentielle le bien, contribuer en fait à tout ce qui est harmonieux, sans appartenir ou sans critiquer ou sans juger l'autre et tout. Donc c'est ça en fait le spirituel. Merci, M. Kamga. Je vous en prie. Merci beaucoup, Laetitia Tamo. Merci infiniment pour cette prie. superbe séquence. J'ai surtout aimé la question de savoir s'il vous était donné de faire un choix entre la polygamie et la monogamie. On m'a déstabilisé. Il ne m'attendait pas à ça. J'ai beaucoup aimé. Alors, l'une des choses sur laquelle je voudrais avoir votre opinion, lorsqu'on parlait de religion et autres, que pensez-vous des kémites? Bon, déjà, le combat des kémites est noble, parce que c'est un combat d'éveil, mais parmi eux, beaucoup ont des méthodes très, très extrémistes. Et ils oublient même en fait que Malcolm X avait dit, lorsque vous donnez du savoir à des Africains, donnez-le à dose réduite. Parce que si vous apportez ça brutalement, ça va créer plutôt l'effet inverse. Et beaucoup parmi les kémites sont extrémistes à partir du moment où ils ne tolèrent pas certaines contradictions ou alors de comprendre que peut-être celui en face n'a pas autant d'informations que moi pour pouvoir comprendre ce que je lui dis. Est-ce que ce n'est pas parce qu'au fond, ils ont accumulé un certain nombre de frustrations que désormais ils veulent exprimer une idéologie typiquement africaine? Je ne sais pas ce qui peut expliquer ça parce que déjà kémite, bon, on définit tout ce qui parle de l'Égypte antique, qui parle de la Renaissance, qui parle de retour aux sources et tout, des kémites. Mais ce n'est pas tous ceux qui parlent de ça qui ont la même approche. Vous parlez par exemple de Ahmad Mazama, qui est l'une des pionniers en fait dans le domaine, qui est plutôt très pédagogique dans sa démarche et qui n'est pas dans un certain extrémisme. Donc les frustrations, c'est ce qui est à la base en fait même de toute forme de révolution. À partir du moment où tu te sens vraiment comprimé et tout, ça te frustre et puis ce que tu as à faire, c'est de pouvoir sortir de ce cadre-là. Maintenant, tu peux le faire bien comme mal. Maintenant, ça c'est à débattre. Henri, je propose qu'on marque une autre pause pour prendre la séquence baptisée Instant Motivation. Merci de la suivre, on se retrouve juste après. Comment devenir un excellent patron? Ça, c'est une question qui certainement doit préoccuper la plupart des personnes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il existe deux types de patrons. Le premier type de patron, c'est ceux-là qui ont suffisamment de moyens et qui ont la capacité de pouvoir garantir à leur personnel
des conditions de travail optimales sur le plan des ressources financières, sur le plan de l'accompagnement dans le travail, sur le plan du plan de carrière et qui permet à ces personnes d'oublier leurs rêves et de ne rêver que des objectifs de l'entreprise et de rêver de leurs propres rêves dont les rêvent la nuit. Et pour cela, vous devez avoir la capacité financière de payer vos employés à des niveaux de revenus extrêmement élevés. Est-ce que vous êtes capable de donner 400 000 francs, 500 000 francs, 800 000 francs par mois, voire beaucoup plus à un employé? Si oui, alors vous pouvez être de la catégorie de ces patrons que j'appelle la première catégorie des patrons fortunés et qui peuvent se permettre d'imposer certaines choses à leurs employés. La deuxième catégorie des patrons, ce sont ces personnes-là qui souhaitent lancer des projets, impacter leur société et qui n'ont pas encore, dans un premier temps, les moyens nécessaires d'accompagnement afin de pouvoir permettre en réalité à leurs collaborateurs, parce que là, on ne parle plus d'employés, de pouvoir trouver les raisons de motivation qui les poussent à travailler de manière ardue au quotidien. Et le meilleur moyen pour pouvoir entretenir vos collaborateurs, lorsque vous êtes cette catégorie de patrons-là, c'est de créer un écosystème qui permet à vos collaborateurs de réaliser leurs rêves personnels et leurs rêves personnels qui doivent converger ou qui doivent converger ces rêves-là en fonction des rêves de l'entreprise. Donc, soit vous êtes un patron, vous êtes fortuné et puis vous permettez à vos employés de pouvoir bénéficier des meilleures conditions de travail, soit vous êtes un patron 2 qui crée un écosystème dans lequel toutes les personnes qui intègrent cet écosystème-là réalisent leurs propres rêves et globalement, cela permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Se démarquer, c'est également prendre le temps et le soin de diversifier ses activités. Et c'est ce que notre invité, Henri Kamga, a effectivement compris. Avec lui, dans une poussière de secondes, nous échangerons sur les perspectives liées à ses projets, mais également à sa vision sur ses différentes réalisations sur 5, voire les 10 prochaines années. On en parle juste après cette transition. De retour sur ce plateau pour la dernière partie de cet entretien et de votre talk show avec justement la séquence perspective. Alors Henri Kamga, vous êtes dans la communication, la production, la restauration, le bâtiment et tout ce qui va avec. Autant de projets qui font que désormais, je suppose que vous manquez énormément de temps. Ça va de soi. Oui. Mais comment faites-vous pour combiner tous ces projets et donner à cela une vision assez claire pour qu'il continue à fonctionner et à être autonome? Le secret, c'est d'apprendre à déléguer et de faire du mentorat. Le plus important n'est pas ce que vous avez emmagasiné comme connaissance, comme données, c'est de transmettre. Et il faut vite comprendre ça pour se développer. Parce que si vous concentrez tous les pouvoirs sur vous, ça vous limite systématiquement. Sinon, actuellement, je ne suis pas à Yaoundé, mais Yaoundé fonctionne. Actuellement, je ne suis pas à Pisadoré fonctionne. Oui. Actuellement, je ne suis pas dans les chantiers fonctionnent. Oui. Actuellement, je ne suis pas à Alpha, mais Alpha fonctionne. C'est parce qu'en fait, très vite, lorsque je développe un projet, je m'arrange à trouver un jeune qui peut avoir ne serait-ce que 35% de la vision que j'ai. Je travaille avec lui sur 1 an, 2 ans, et après, il continue. Le secret, c'est d'intéresser chacun, que chacun dans ce projet trouve une raison de s'y donner à 100%, qu'il puisse visualiser sa vie dans le futur dans cette entreprise. Et comment vous faites pour intéresser toutes ces personnes, vous particulièrement? Déjà, peut-être de leur donner des parts dans l'entreprise? Oui, pour ceux qui sont très puissants. Vous ne pouvez pas, c'est comme le cofondateur d'Iboga, oui. Rodrigue. Je ne pourrais faire autrement que de lui donner des parts ou alors que de diviser l'entreprise avec lui parce que pour moi, c'est le gars le plus bon. Je suis artiste aussi, mais quand je dis ce gars, c'est un génie, je ne suis pas en train d'exagérer. Si vous regardez comment ce gars travaille avec passion, c'est assez singulier, c'est rare en fait. Donc, avec des personnes comme ça, lorsque vous les identifiez, ne faites pas l'erreur de ne pas prendre la décision qui s'impose face à des personnes qui ont un talent avéré. Et surtout ne pas regretter aussi. Voilà, parce qu'il y a le talent, maintenant, il y a aussi la mentalité qui doit être synchronisée avec la vôtre, parce que c'est pas que le talent qui compte. Il y a plein de gars talentueux là qui sont incapables d'aller en altitude parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Voilà. En fait, moi, je ne voudrais pas vous poser une question, mais vous souhaitez bon vent et Merci. Vous féliciter
avec tout ce que vous avez déjà fait. Et vraiment, déjà bravo. 30%. Oui, mais bravo, Merci. bravo Merci. et bon vent à vous. Merci. Alors, c'est vrai, 30%, si on regarde un peu, on va se dire, mais dis donc, il est en train de blaguer, parce que lorsqu'on regarde tout ce que vous avez fait aujourd'hui, je voudrais m'intéresser particulièrement au cinéma. D'après vous, est-ce qu'on peut estimer que le cinéma camerounais a de beaux jours à vivre quand on regarde ce que vous avez réalisé aujourd'hui? C'est une industrie. Lorsqu'on parle d'industrie, prenez ça au sérieux. Le cinéma fait partie des domaines dans lesquels on met beaucoup de moyens. Je vous ai expliqué, c'est la seule industrie où on produit un seul prototype et on vend à des milliers de personnes sans avoir à dupliquer. Un seul contenu et puis vous vendez à des milliers de personnes. Si vous produisez un film et que vous vous basez seulement sur la probabilité ou la possibilité qu'offre Douala Yaoundé en termes de densité populaire, Yaoundé c'est approximativement 7 millions, Douala un peu plus. Cherchez seulement à avoir 1 million de personnes qui vont regarder votre film sur peut-être 1 an. Si l'entrée en moyenne est 5 000, ça vous fait 5 milliards de francs. 5 milliards. Et c'est ça l'enjeu. C'est où il faut aller. Et c'est ça en fait qui nous différencie des Nigérians. C'est ça qui nous différencie en fait des Angolais, des Ghanéens. Parce que ces gens investissent dans le cinéma pour se faire de l'argent, pas pour se faire voir. Parce que c'est un business sérieux. C'est un business où on produit pour vendre, pour que les gens consomment. Et ils consomment ça visuellement. Donc le cinéma a de très beaux jours devant nous. Il faudrait juste qu'on soit très sérieux et qu'on produise du contenu dont les Camerounais ont besoin. Les Camerounais sont exigeants. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Arrêtez de les prendre pour les Mongols. D'accord. C'est tout. D'accord, arrêtez de les prendre pour les Mongols. Alors, et aujourd'hui, dans l'industrie cinématographique, est-ce que le Cameroun a fait de réelles avancées? Est-ce que ceux qui sont sur le terrain en ce moment, quand vous regardez, vous pensez qu'ils sont sérieux, ils peuvent propulser ce domaine un peu au niveau de Nollywood ou Kennywood, Oui, comme au Nigeria? Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de potentialité, il y a beaucoup de vrais réalisateurs sur le terrain. Et ces gens vont naturellement aller loin. Et moi, ce que je vais dire en plus, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens considèrent en fait ce marché comme un marché qui est très limité et qu'on doit se bagarrer parce qu'on a toujours le réflexe de se combattre comme si on était programmé pour se détruire mutuellement et tout. Le marché est tellement vaste. Tu me vois aujourd'hui, Romaric, tu me dis je vais ouvrir un restaurant, je vais tout te donner. Le marché est tellement vaste. Et tu deviens puissant, tu fais partie de mon réseau, on est puissants ensemble. Il faudrait que nous, on comprenne qu'effectivement, les enjeux, c'est qu'on grandisse tous ensemble, sinon on va mourir tous individuellement. Et aujourd'hui, dans vos perspectives, que comptez-vous faire de vos projets Iboga, Pizza Dorée et tout ce tout ce que vous avez aujourd'hui? Quelle est votre vision sur les 5 ou les 10 prochaines années? Ma vision, personnellement, c'est d'être le capitaine d'une grosse holding qui possède plusieurs entreprises. Et c'est pour ça que je disais tantôt à votre collaborateur que je suis prêt à mettre 10 ans, même 20 ans, même si c'est 2 vies. Pas la porte ou la fenêtre. On va y arriver. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'être capable de se dire, coûte que vaille. KFC, c'est à 65 ans qu'il a. Vous entendez parler d'Angote, il a 64 ans, je crois. Francis en a plus de 60 ans. Mais vous pensez qu'avant, là, ils étaient où? Ils sont en train de charbonner. C'est dans la jeunesse qu'on ramasse le bois, qu'on va se chauffer dans la vieillesse avec. C'est vrai. C'est ça. On se prépare pour entrer dans sa zone de confort. Exactement, c'est ça. Et donc, pour sortir complètement de cet entretien, aujourd'hui, s'il vous était demandé, par exemple, d'identifier des modèles dans la société camerounaise et africaine, vers qui vous vous identifiez clairement, vous dites je veux devenir comme telle personne, quel est votre modèle par excellence? Paul Focam, Afriland. Le patron d'Afriland First Bank. Pourquoi? Parce que c'est un génie. C'est un génie parce qu'il a compris le système. Quand je parle du système, je ne parle pas du système camerounais, non. Je parle du système mondial. Il a compris comment se déployer et il a réussi partant de rien en fait. C'est ça qui est fascinant. Arriver au sommet, il n'y a que ça qui peut m'inspirer. Et pour moi, c'est l'homme le plus riche du pays et tout, mais ce n'est pas tant que ça. C'est la richesse qu'il a en termes de contenu, en termes de contenance, en termes de substance qui est très intéressante. Parce que tout l'argent peut partir, mais la personne qui reste, puisque personne n'est pas avec ça,
c'est ce qu'il a et c'est ce qu'il est qui est fascinant. Eh bien, Monsieur Kanga, nous sommes sortis complètement de cet entretien, mais je voudrais vous prêter à un autre exercice. Vous avez votre caméra de l'autre côté. Je souhaite que vous la regardiez et que vous transmettiez un message à tous ces Africains qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui rêvent justement de succès et de bâtir ce continent. Le message que je vais passer, c'est un message sincère. C'est le cœur qui parle, c'est sans artifice. L'Afrique ne compte que sur nous. L'Afrique est composée de nous. L'Afrique ne se fera que par nous et pour nous. Tout le monde dans l'univers ou sur la planète est d'accord que l'Afrique c'est l'avenir, mais sauf nous. Nous devons apprendre à comprendre qu'il y a un prix à payer pour se développer et que chacun de nous essaye à son petit niveau d'impacter. Et ensemble, c'est comme ça qu'on pourra avoir une sorte de dignité. Que nos stars aient des milliards et tout, on va toujours les jeter les pots de banane, les appeler singes, tant que la terre-mère ne respire pas. La Chine nous a montré l'exemple, aujourd'hui elle est respectée dans le monde, parce qu'ils ont travaillé, et ont subi une guerre d'opium et tout ce qui va avec. Donc ce que je voudrais dire aux jeunes, arrêtez de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est verte où elle est arrosée. Souvent ailleurs même c'est du gazon en plastique. Donc au Cameroun, en Afrique, partout il y a des possibilités. Ce sera le continent le plus peuplé, ce sera le continent le plus dense que la Chine, que l'Inde est plus peuplée que la Chine. C'est des opportunités. Et c'est une jeunesse, c'est un marché. Ne continuons pas à regarder ailleurs pendant que les autres sont en train de s'installer chez nous. Les enjeux, c'est ici. Merci. Parole d'un afro-entrepreneur. Merci beaucoup, Monsieur Kanga. Laetitia Tsamo, merci. Merci à vous. Merci, Raphaël. Merci, Omar. Merci également à vous. On va sortir de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Kanga. Merci. Je rappelle que vous êtes entrepreneur camerounais, promoteur de plusieurs entreprises. Et aujourd'hui, vous êtes en train de bâtir votre empire tout progressivement. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne continuation. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout à toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission. Je pense à Baudouin Talop qui a chapeauté l'équipe technique. Je pense également à Sonia Lekoubou qui a chapeauté l'organisation, la structuration et surtout la programmation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre afro-entrepreneur qui viendra se raconter autour d'une thématique. Bonsoir.